à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver en cette belle journée dominicale. J'ai le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Gérard Benouchi. Bonjour. Bonjour, cher Vous ami êtes journaliste. député élu de la 11e circonscription électorale. Vous êtes rapporteur général de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale. Vous êtes également membre du bloc de la majorité parlementaire. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et pour conduire l'entretien avec moi, comme d'ailleurs tous les dimanches, donc sur les TV, Kader Achero, bonjour. Bonjour, Nadia Diwan. Bon dimanche à vous aussi. Merci. Bonjour à vous, honorable Gérard Benouchi. Bonjour, Kader. Bonjour à vous, chers amis internautes. Alors, honorable Benouchi, vous êtes député à l'Assemblée nationale, comme l'a dit Nadia Diwan. Vous êtes également membre du bloc progressiste, donc vous êtes un acteur politique. Alors, en tant qu'acteur politique aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de l'actualité politique nationale de notre pays aujourd'hui? Et merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de me recevoir sur votre plateau que j'adore d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. L'actualité politique nationale me montre aujourd'hui que la vitalité de notre démocratie est en marche. En ce sens que chaque institution est dans son couloir de marche et joue son rôle. L'Assemblée nationale légifère, fait des lois. Le gouvernement travaille, exécute des projets pour le bonheur des populations, a engagé une lutte implacable contre la corruption, a commandité des audits et cette fois-ci, les rapports ne sont plus rangés dans les placards. Les rapports sont transmis à qui le droit, à savoir la justice. La justice, elle aussi, ne dort pas, mais en exécution, donc, les conclusions de ce rapport, l'instruction se fait et des gens sont appréhendés, convoqués et jugés s'il le faut. Pour ceux d'entre eux qui ont été membres du gouvernement par le passé, les tests de la République demandent que la justice, à travers le procureur général, saisisse l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation de leur poursuite devant la haute cour de justice. Pour ceux d'entre eux qui sont des députés, on demande la levée de leur immunité. Tout cela se passe dans une ambiance que moi, je juge démocratique. Il est vrai qu'il y a des grincements de dents. Et les gens ne sont pas contents de la manière dont les choses sont faites. Bon, c'est leur droit. Et pour ceux qui sont déstabilisés par tout ce qu'il se fait, pour ceux qui sont titillés dans leur position de confort, qui sont des conforts de médiocrité, tout cela ne se retrouve pas. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de mal en la demeure, plutôt que notre démocratie est en marche et c'est ce que nous devons souhaiter pour notre pays. Avant de rentrer de plein pied dans les questions d'ordre juridique et pourquoi pas politique, vous êtes le rapporteur général de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale. Comment fonctionne cet organe? Et merci beaucoup. La Commission des finances est une commission technique de l'Assemblée nationale. Ça fait partie des 5 commissions techniques de l'Assemblée nationale qui s'occupent principalement de toutes les questions ayant trait à l'argent, aux finances publiques, c'est-à-dire à l'argent de l'État. Tout le budget de l'État est envoyé principalement à cette commission pour être étudié. Toutes les demandes d'autorisation, de ratification d'accords de crédit que le gouvernement envoie sont donc transmises à cette commission à titre principal au fond. Et c'est cette commission qui étudie, qui apporte donc son éclairage technique, qui oriente la plénière pour leur dire de faire le vote dans tel ou dans tel autre sens. Donc, à peu près, voilà le rôle que joue cette commission. Et l'organe fonctionne très bien? Absolument. Alors, tout à l'heure, honorable député, vous étiez en train de parler d'ambiance démocratique. Vous avez dit que tout se porte dans une ambiance démocratique agréable. Mais vous avez un de vos collègues dont l'immunité parlementaire a été levée et qui a affirmé sur une chaîne internationale ne pas être vraiment en sécurité au pays parce que la police républicaine a été instruite pour l'appréhender dès son entrée au pays. Qu'est-ce qu'on appelle ne pas être en sécurité? Moi, je pense plutôt qu'au Bénin aujourd'hui, tous les Béninois sont en train de dire que la sécurité est de mise au Bénin, étant donné que les braquages récurrents auxquels nous avions eu droit n'ont plus droit de citer, les populations vaquent paisiblement à leurs occupations. Moi, je voyage dans le Bénin profond, je descends dans mon fief, les populations me disent qu'aujourd'hui, la sécurité est garantie parce qu'elles peuvent circuler librement, même la nuit, sans craindre d'être inquiétés par les coupeurs de bras, par les arracheurs de motos, par ceux qui braquent et tuent. Moi, je pense que tous les Béninois sont unanimes qu'au Bénin aujourd'hui, s'il y a
un volet sur lequel le gouvernement de la rupture a plus réussi, c'est le volet sécuritaire. Donc que quelqu'un, un collègue de plus, aille dire qu'il ne se sent pas en sécurité, moi je ne suis pas donc du même avis que lui. Ce n'est pas parce qu'on est inquiété dans des dossiers et que on a vu ça lever d'immunité levée, et que la justice vous réclame, que vous allez dire que vous n'êtes pas en sécurité. Pas du tout. Nous sommes dans un pays de droit et il y a toutes les voies de recours. Tout l'arsenal juridique nécessaire pour protéger les citoyens existe. Donc on ne doit pas craindre. Quand la justice vous veut, présentez-vous devant la justice. Vous avez toutes les garanties d'avoir droit à un procès équitable. Moi, je ne pense pas que lorsque vous êtes invité par la justice, cela suffit de dire qu'on ne se sent pas en sécurité. Personne ne poursuit personne de façon animale. Hein? C'est nos institutions qui travaillent. Si la justice réclame quelqu'un, que la personne se présente, j'ai ouï dire même sur une chaîne internationale que le collègue dise qu'on a posté des policiers partout aux frontières pour pouvoir l'appréhender au cas où il serait de retour. J'ai tiqué, j'ai dit mais comment? Ce collègue a été quand même garde des Sceaux dans ce pays et sait que à nos frontières, il y a toujours des policiers. Ce n'est pas un fait nouveau. Pour vous qui voyagez, qui traversez nos frontières, vous savez toujours qu'il y a des hordes de policiers à nos frontières qui rendent des services aux populations, aux voyageurs. Donc ce n'est pas pour un seul individu qu'on ira mettre des policiers complémentaires, supplémentaires, pas du tout. Les policiers qui sont postés à nos frontières suffisent. Un même petit policier suffit pour arrêter quelqu'un si on veut arrêter la personne. Donc, il n'y a pas de fait nouveau. Il n'y a pas d'envoi nouveau de policiers aux frontières pour guetter l'arrivée d'un quelconque individu, je ne pense pas. Alors, la Criette, l'institution qui fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive, qui fait également jaser sur la toile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La Criette, oui, sa définition, c'est bien sûr la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Vous savez bien sûr que c'est lors de la relecture de la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin qu'à l'Assemblée nationale que nous avons donc introduit la création de cette cour, qui est une cour spécialisée. Une cour spécialisée pour faire face à des infractions particulières. Vous savez aujourd'hui que le terrorisme, c'est un fléau nouveau qui frappe partout dans le monde. Et aujourd'hui, le Bénin ne peut pas vivre en autarcie. Nous sommes donc en contact avec les populations des autres pays et nos frontières sont poreuses, vous le savez. Un terroriste qui quitte le Nigeria rentrera facilement au Bénin. Donc ça, c'est des infractions nouvelles. Et les terroristes, pour pouvoir réussir leur coup, ont besoin de l'argent. Et parce qu'ils ont besoin de l'argent, ils vont s'adonner à la vente de la drogue, qui est aussi un commerce illicite. Ils vont s'adonner donc à des actes, des infractions économiques pour pouvoir avoir de l'argent pour nourrir le crime. Donc c'est cela. Toutes ces infractions sont liées et aujourd'hui, c'est un défi que de pouvoir affronter ces infractions nouvelles. Et partout au monde, les nations s'organisent pour pouvoir faire face à ces fléaux nouveaux. Et dire qu'on a créé la Criette, et les gens crient pour dire que c'est une juridiction d'exception. Le garde des Sceaux est monté au créneau pour justifier que c'est une juridiction spécialisée, non d'exception. Moi, je pense que le garde des Sceaux a dû mettre des gants. Lui, il est membre du gouvernement, il a mis des gants. Mais moi, je ne mettrai pas de gants. Je dirais même que la Criette, oui, c'est une juridiction spécialisée et que c'est une juridiction d'exception même. Parce que nous ne sommes pas dans un régime d'exception. Nous sommes dans un régime démocratique. Et les institutions que nous créons, les outils que nous créons ne peuvent qu'adopter la coloration de notre régime. Donc, on ne peut pas avoir de cours d'exception dans le sens des cours au temps du régime de Vichy ou autres auxquels les gens font allusion. Pas du tout. Nous sommes dans un régime démocratique. Et puis, je vais vous dire, et vous poser la question de savoir si, selon vous, si aujourd'hui vous entendez qu'il y a des terroristes à l'aéroport international Bernardin Ganti de Kadiaou, qui ont pris en otage des gens dans un aéronef et qu'il faille envoyer des gens pour les appréhender. Est-ce que vous pensez qu'on va envoyer les policiers ordinaires? Non, on ne va pas envoyer les policiers ordinaires. On va envoyer le corps de la police qui est spécialisé pour ces genres d'opérations. Donc ça, c'est un corps spécialisé qu'on enverra. De la même manière, si vous entendez aujourd'hui que
des militaires de notre pays ont investi une de nos forêts dans le septentrion et qu'il faille aller les déloger, vous n'allez pas envoyer les militaires ordinaires, mais on enverra les paracommandos, parce que c'est eux qui sont des corps spécialisés, des corps d'élite formés pour faire face à ce genre de fléau. De la même manière, pour les infractions qui sortent du droit commun, hein, que sont le terrorisme, la corruption, la vente des produits illicites, c'est-à-dire de drogue et autres, des stupéfiants, tout ça là, c'est des infractions particulières et il faut des tests pour conférer donc une compétence particulière à une juridiction où les juges qui sont appelés donc à connaître de ces infractions sont des juges, des magistrats qui sont outillés, qui sont préparés, qui sont formés pour faire face à ce genre de choses. Et les tribunaux ordinaires ne sont pas outillés pour. Vous aussi, qui vous demande, si vous êtes malade, vous souffrez du cœur, allez-vous vous adresser à un médecin généraliste? Non, vous irez vers un cardiologue. J'irai vers un cardiologue, mais... De même, Nadège, si vous avez des maux d'yeux, vous n'irez pas vers un ophtalmologue. Vous irez vers l'ophtalmologue. Donc, une juridiction comme la Criette, c'est une juridiction spécialisée que la loi définit les infractions particulières qu'elle peut connaître et par ricochet les délinquants particuliers qui peuvent donc plancher devant cette juridiction. Donc, c'est cela. La Criette, et moi je ne pense pas que... Et au Bénin d'ailleurs, nous avions déjà des juridictions, beaucoup de juridictions d'exception. Et la France que nous citons en exemple, la France a beaucoup de juridictions d'exception. C'est les juridictions qui ne connaissent pas les infractions ordinaires. Par exemple, les prud'hommes en France, hein, c'est une juridiction d'exception qui ne connaît que des infractions entre les employés et les salariés. Donc c'est ce genre d'infractions qu'on défère devant cette juridiction. Au Bénin, nous avons déjà des juridictions d'exception. Par exemple, les tribunaux de commerce qu'on a instaurés sont des juridictions, sont une juridiction d'exception qui ne connaît que des infractions entre des commerçants. Vous voyez? Donc, le tribunal administratif ne connaît que des infractions qui relèvent du droit administratif. C'est une juridiction d'exception. La Chambre des comptes, c'est une juridiction d'exception. Le Conseil de l'ordre des avocats, c'est une juridiction d'exception. On n'envoie pas devant ce conseil n'importe quel citoyen ordinaire, mais des avocats qui ont commis des impairs. Donc voilà, nous avons autant de juridictions d'exception dans notre pays que la Criette vient seulement rallonger la liste. Et je pense qu'en France, on a plus d'une dizaine de juridictions d'exception et personne ne crie gare. Alors, le véritable problème des opposants aujourd'hui, c'est qu'ils évoquent une question d'insécurité judiciaire parce qu'ils estiment que devant cette criette, c'est une cour qui a été créée pour faire crier un peu les opposants, pour essayer un peu de faire une lutte, comme ils le disent, sélective contre la corruption. Non, moi je pense que les opposants, en le disant, ne sont pas honnêtes. Ils savent, même ceux qui le disent, ils étaient à l'Assemblée nationale avec nous, les députés du bloc de la minorité parlementaire, ils savent que c'est ensemble que nous avions étudié cette loi. Et à l'époque, on a pesé le pour et le contre. Beaucoup d'entre eux étaient d'accord, même si sur des points, ils ont levé, des points donnés, ils ont levé le ton. Je ne pense pas que dans l'ensemble, ils aient jugé non pertinente la création de cette cour. Ils avaient jugé que c'était opportun. Mais dire qu'on est en insécurité juridique face devant cette criette, je pense qu'ils ne sont pas honnêtes. En ce sens que les procédures sont souvent respectées pour être jugés devant cette cour. Et puis, les magistrats qui sont formés, qui sont en train d'animer cette juridiction, quand j'ai vu les magistrats qui ont été cités, présentés, c'est des gens avertis dans le milieu judiciaire. C'est des gens qui ont une carrière à défendre. C'est des gens qui ont un nom à défendre. Donc, je pense qu'il vaut mieux que nous apprenions dans notre pays à faire confiance à nos institutions. C'est cela qui tue le Bénin. Nous n'arrivons pas à faire confiance à nos institutions. Vous allez voir, depuis que la criette est installée, elle a commencé à évacuer les dossiers qui lui ont été transmis. Une vingtaine de cas ont été vidés déjà. Mais il a suffi qu'un seul cas où on peut dire ça concerne quelqu'un qui se réclame être de la politique, être homme politique, que tout le tollé auquel nous assistons aujourd'hui fasse surface. Mais quand on juge les citoyens ordinaires, personne n'en parle. Hein? Or, nul n'est au-dessus de la loi. Aucun citoyen n'est un super citoyen pour être au-dessus des autres citoyens. La criette travaille. Laissons la criette travailler. Et moi, je pense que tous les recours de garantie
pour préserver la personne humaine et présenter un procès équitable sont donc garantis par notre code de procédure pénale qui est donc appliqué devant cette cour. Vous étiez en train de parler de la criette tout à l'heure. Donc cette criette fait partie des différentes législations que vous avez eu à voter depuis l'avènement du président Patrice Talon depuis le 6 avril 2016. Alors, 2 ans et demi déjà de gouvernance du président Patrice Talon. Alors, en tant que membre du BMP, est-ce que vous êtes fier des différentes lois que vous avez votées pour le bonheur des populations au sein du BMP? Merci beaucoup. Vous avez dû oui dire récemment, je pense lors d'un congrès ou bien d'une réunion organisée par l'Association béninoise du droit constitutionnel du professeur Joël Aïvo, un bilan a été fait. Vous avez dû entendre que l'Assemblée nationale, jusqu'à cette date, avait voté déjà 141 lois. Et ce n'est pas petit, que c'est un atout pour cette 7e législature. Et c'est à l'image, donc à l'actif de la 7e législature qui a fait une production législative abondante. Mais maintenant, il faut dire, est-ce que cette législature abondante est une législature de qualité? Si les lois qui sont votées sont déférées devant la Cour constitutionnelle, qui est le juge du contrôle de constitutionnalité des lois, arrive donc à les déclarer conformes à la Constitution, moi je ne peux qu'être fier de ces lois, étant donné que ces lois sont venues donc pour changer le comportement donc des individus dans notre société, pour permettre que le gouvernement puisse disposer des moyens pour offrir donc le bien-être aux populations de notre pays, pour permettre qu'on puisse maîtriser la sécurité dans notre pays sur tous les plans. Moi, je ne peux qu'être fier de cette loi auquel j'ai participé donc à voter. Et je réponds à votre question pour dire oui, je suis fier des lois que nous avons votées jusque-là. Et c'est à l'application, quand ces lois seront en train d'être appliquées, un jour viendra, on fera l'évaluation pour savoir si c'était des lois de qualité que nous avions votées, si ces lois sont allées dans le sens à offrir donc le bien-être aux Béninois que nous défendons. En ce moment-là que je pourrais jubiler, mais maintenant, je dis tout au moins, je suis fier de cette loi parce que je suis convaincu de la pertinence de ces lois que nous avons eu à voter. Donc, je suis fier d'avoir participé au vote de ces lois. Alors, Gérard Bounouchi, vous êtes député à l'Assemblée nationale, très actif d'ailleurs, avec beaucoup de questions orales, beaucoup de législation active. Est-ce qu'on peut en parler? Pourquoi pas? Oui, je pense que depuis que je suis là, je suis déjà auteur de 2 propositions de loi à titre personnel. La première, c'est la proposition de loi portant statut du conseil juridique au Bénin. Vous savez que nos jeunes diplômés en droit sont nombreux, sortent par centaines de milliers chaque année et sont donc déversés dans le lot des chômeurs. Dans le même temps, la loi sur le barreau ne permet pas que ces jeunes puissent offrir des services de consultation juridique, pour que l'ordre des barreaux et l'ordre des avocats est en train aussi de prendre en otage quelque part, à l'instar des autres pays qui nous ont précédés sur ce chemin, tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger ou autres. J'ai été inspiré donc à proposer une loi pareille pour pouvoir permettre d'organiser donc ces secteurs, pour permettre que ne soit pas seulement admis donc à offrir des conseils juridiques que les avocats. Nous savons que la plaidoirie devant les tribunaux est un monopole pour les avocats, mais donner le conseil juridique, les professeurs d'université peuvent donner le conseil juridique, et que ceux qui sont des juristes, qui sont diplômés en droit, mais qui ne sont pas forcément des avocats, que eux aussi puissent donner donc de la consultation juridique. C'est ce qui m'a inspiré donc la proposition de cette loi. La deuxième proposition de loi que j'ai eu à déposer récemment, qui a été votée, c'est la proposition de loi portant enrichissement dérogatoire à l'état civil des enrôlés au RAVIP sur la base du témoignage. Et c'est suite donc à la fin de l'opération RAVIP, nous avons constaté, vous savez que j'ai été donc en charge de la mobilisation nationale au sein du comité national de pilotage du RAVIP. J'ai constaté que près de 2 500 000 Béninois ont été enrôlés sur la base du témoignage, ce qui veut dire que tout ce beau monde n'a pas date de naissance. Or, vous comprenez avec moi l'importance de l'acte de naissance dans la vie d'un homme. Un enfant qui n'a pas date de naissance, comment pourra-t-il aller à l'école et aller aux examens?
une femme qui n'a pas date de naissance, comment pourra-t-elle se faire délivrer une carte d'identité pour se diriger vers les institutions de microfinance? Donc, ce beau moment vivait une injustice que j'ai pensé qu'il fallait corriger, étant donné que la procédure habituelle pour se faire délivrer un acte de naissance est une procédure complexe et coûteuse, et que les populations souvent n'ont pas l'argent pour, donc elles abandonnent. Donc il faut un raccourci pour permettre donc de les doter de cet outil précieux. Et c'est pour cela que j'ai proposé cette loi. J'ai soumis cette proposition au chef de l'État, qui l'a approuvé, qui a vu que ce serait une loi à forte connotation sociale. Elle a accompagné, a accepté, a demandé même que cela fasse l'objet d'une session extraordinaire, ce qui fut fait, et la loi a été votée. Le chef de l'État est en train de prendre les décrets d'application, même pas plus que mercredi passé, si vous lisez le relevé du Conseil des ministres, vous allez voir qu'il y a un décret d'application qui a été pris pour définir les conditions dans lesquelles les personnes en charge des états civils doivent transcrire les noms de ceux-là dans les registres d'état civil. Donc, et puis, le gouvernement s'attelle déjà pour que d'ici la fin de l'année, en décembre, qu'au moins les bénéficiaires des euros à 12 ans puissent donc bénéficier gratuitement de la délivrance de ces actes de naissance. Alors, vous avez dit, honorable député, vous êtes membre du bloc de la majorité parlementaire. Depuis un certain temps, ce BMP fait l'objet de beaucoup d'attaques de la part de mouvanciers comme de la part des opposants. Certains estiment que le Parlement aujourd'hui est vassalisé aujourd'hui. Et beaucoup plus, nous avons les attaques de l'autre BMP, le bloc de la majorité parlementaire, en ce qui concerne que vous êtes beaucoup dans des accointances incestueuses avec le pouvoir en place. Qu'avez-vous à répondre à cela? Merci beaucoup. Que le bloc de la majorité parlementaire serait dans des accointances incestueuses avec le pouvoir. Je pense que ces récriminations auront toujours droit de citer. Dans tous les pays où les gouvernants qui arrivent au pouvoir se cherchent une majorité à l'Assemblée nationale, et c'est courant dans tous les pays au monde, même si vous prenez la France, quand Macron est arrivé au pouvoir, il a cherché sa majorité, et lors des élections législatives, il a tout fait pour avoir une majorité confortable pour pouvoir conduire ses réformes. C'est ce qu'il est en train de faire. Dès que ça se passe dans un pays, on dit que l'Assemblée nationale est vassalisée. Mais les pays où les gens ont une certaine maturité démocratique, ils ne le disent pas ainsi parce qu'ils savent que la roue tourne. Ceux qui disent aujourd'hui que l'Assemblée nationale est vassalisée, je les ai vus à l'œuvre. Ils étaient à l'œuvre, ils étaient députés dans le régime précédent, et puis le gouvernement Yahi avait aussi une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Je les voyais défendre corps et âme tous les projets que Yahi déférait devant l'Assemblée nationale, les yeux fermés au point de faire dire à Yahi que quand il dit pi, l'Assemblée nationale dit pas. Est-ce que ce n'était pas vassalisé comme ça? Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui disent, la roue a tourné, ils sont de l'autre côté aujourd'hui, ils pensent que ceux qui sont dans ce rôle, le rôle qu'ils ont eu viennent de quitter, ils sont plutôt vassalisés. Je pense qu'ils sont de mauvaise foi. Et il faut qu'ils arrêtent avec ça. Quand moi je suis avec eux, quand on cause, je leur dis arrêtez cela parce que c'est le rôle que vous aviez joué. Vous venez de quitter la scène et nous sommes montés là-dessus. Et pour vous, vous n'avez plus la même perception des choses, c'est plutôt ridicule. Alors, les élections législatives, ça se prépare comment? Les élections législatives se préparent activement très bien. Et pour un député, comment est-ce que les élections législatives se préparent? Les élections se préparent par un député en maîtrisant sa base. Si le député descend dans sa base, communique à sa base, est en symbiose avec sa base, est en phase avec sa base. Donc, il maîtrise sa base, il prépare ainsi son élection. Au moment des élections, les populations ne vont plus dire « Ah, depuis que nous vous avons élus, nous n'avons plus jamais vu ». Non, il faut que le député descende, fasse ce qu'on appelle la reddition de comptes parlementaires, aille vers ses mandants pour leur expliquer le travail qu'il est en train de faire et obtenir des orientations nouvelles et retourner au Parlement. Je pense que la plupart des députés sont en train de le faire, pas seulement le bloc de la majorité parlementaire, mais aussi de la minorité parlementaire. Je les vois descendre sur le terrain, chacun dans son fief, ou aller communier avec sa base. Je pense que c'est comme ça que les élections se préparent. Les élections se préparent aussi de façon institutionnelle, en ce sens que nous venons donc de voter la loi portant charte des partis. Nous avons voté aussi la loi portant code électoral. Donc, ces deux instruments juridiques permettent donc
de baliser le terrain pour des élections futures, paisibles, transparentes et selon les nouvelles règles que nous nous sommes données à travers ces deux lois. Vous les connaissez bien, je sais. Vous avez parlé des règles que vous êtes données pour les prochaines élections, que ce soit législatives ou présidentielles, mais au sein du bloc progressiste auquel vous appartenez, comment ça se prépare à ce niveau? Oui, ça se prépare bien. Vous savez que le chef de l'État, la majorité parlementaire acquise donc, aux actions, qui a décidé d'accompagner les actions du chef de l'État qui est autour du chef de l'État, a été au départ pour la constitution d'un seul bloc. Mais par la suite, pour des contingences qu'on n'a pas pu gérer, on avait opté pour 3 blocs. Et récemment, le chef de l'État a évalué la manière dont ces 3 blocs se constituaient et nous a invités le 16 septembre passé pour siffler la fin de la récréation et dire qu'il n'est pas content de la manière dont les blocs se forment. Qu'il a observé dans ce pays que tous ses prédécesseurs ont lutté pour maintenir la cohésion nationale. Et que ce n'est pas en son temps qu'il va légaliser la création de partis politiques régionaux. Donc il pense que tel que c'était formé, Dynamique Unitaire est stigmatisé comme étant un bloc du Nord et les 2 autres blocs comme des blocs du Sud, et que ce n'est pas bon. Il a demandé plutôt que si nous ne pouvons pas fondre en un seul bloc, que tout au plus nous voyons en 2, et que la Dynamique Unitaire choisisse entre le bloc du PRD, le bloc progressiste, lequel lui semble approprié pour fusionner avec. Et c'est ce qui a été fait. Et la Dynamique Unitaire a fusionné avec le bloc du PRD. Et le bloc progressiste aussi évolue, a aussi des partis du Nord qui y ont adhéré, des députés, des personnalités du Septentrion qui y ont adhéré. Donc ça fait désormais que nous avons 2 blocs. Au sein des 2 blocs, chacun se prépare pour aller au Congrès. C'est le Congrès qui va annoncer donc la création de ces partis. Donc chaque bloc se prépare d'ici 1 an et demi ou plus. Je pense que 1 mois et demi ou plus, nous aurions fini avec la création de cette partie. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Allez-y, Kadia Selon Rachid. Mme Rumeur, on parle déjà de parti républicain en ce qui concerne le bloc Dynamique Unitaire. Alors, du côté du bloc progressiste, est-ce que vous avez déjà une idée du nom que pourrait porter ce parti? Non, c'est au Congrès que ce nom sera révélé. Donc, il y a des discussions qui sont en cours, des comités techniques sont créés pour s'occuper de la question, faire des propositions. Et je pense que c'est au Congrès que les congressistes vont discuter, puis voter et adopter donc le nom de ce parti. Honorable, comment se portent les populations de la 11e circonscription électorale? Les populations de la 11e circonscription électorale se portent à merveille parce que je viens comme ça d'une tournée dans la 11e circonscription où j'ai fait ma reddition de compte dans toutes les communes de ma circonscription électorale. J'ai été en contact avec les populations, on a échangé et elles ont été très contentes des actions que je mène au niveau de l'hémicycle et m'ont mandaté à nouveau de continuer dans cette lancée. Merci à vous. Vous avez un mot de fin? Bon, un mot de fin, c'est encore de vous remercier, inviter tout le peuple béninois à ce que nous ayons confiance en nos institutions. Parce que dans un pays où les citoyens n'ont plus confiance aux institutions, c'est un pays en décadence. Mais que nous ayons confiance en nos institutions, car il faut des institutions fortes et des personnalités faibles, des hommes, des individus faibles pour faire d'une nation une nation forte. Je vous remercie. Merci à vous, honorable Gérard Benoît. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale de la 7e législature. Vous êtes de la 11e circonscription électorale. Vous êtes le rapporteur de la Commission des finances et des échanges. Merci à vous. On retiendra de cet entretien que nous sommes revenus sur l'actualité politique nationale. Vous nous avez dit comment fonctionne donc l'organe que vous dirigez à l'Assemblée nationale, la Commission des finances et des échanges. Et vous avez dit que tout se passe plutôt bien de ce côté-là. Par rapport à la sécurité, vous avez indiqué que la sécurité est de mise au Bénin et tous les Béninois sont unanimes désormais sur cette question. Le terrorisme est un fléau nouveau qui crée d'énormes problèmes dans plusieurs pays. Il y a donc des infractions nouvelles et il fallait trouver le juste bout.
surtout la création de la criette. Et à la criette, pardon, il y a des spécialistes qui ont de l'expérience. La criette travaille, laissons donc la criette évoluer. Vous avez également dit que les populations de votre circonscription électorale se portent plutôt très bien et que vous revenez d'ailleurs d'une tournée. Vous êtes fiers des lois votées à l'Assemblée nationale. Vous attendez juste le moment de l'évaluation avec les populations et vous avez fait 2 propositions de loi personnellement à l'Assemblée nationale. Et puis en fin d'émission, vous avez invité le peuple béninois à avoir confiance en ces institutions. Merci à vous d'être passé par ici, Kader Achirou. Merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Portez-vous bien, au revoir et bon dimanche chez vous. Merci.